Cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Maire, président de la Vice-président. Vice-président. Oh. C'est pas grave. En France, il paraît que tout le monde est président, Oui, voilà. comme Exactement. tout le monde était comte ou duc en Allemagne. Hein, c'est ce que disait Voltaire. Vous voyez, j'ai des bonnes références. Donc, vice-président de l'association Jeanne d'Arc. Alors peut-être vous pourriez présenter cette association et son objectif. D'accord, tout à fait. Alors, pour cela, je vais vous... tout est contenu dans la première réunion qui a eu lieu en 1953, qui a été la réunion du premier conseil d'administration, fondatrice, si vous voulez, de cette association. Et je vais vous en lire, grosso modo, le compte-rendu. La mission de Jeanne d'Arc, alors cette première réunion était présidée par le comte de Malessy-Melun, qui a été notre premier président. Et étaient présents, entre autres, le révérend père Danielou et Edmond Pognon, qui était à la Bibliothèque nationale, et sous la présidence de Monseigneur Rupp, à l'époque, qui était vicaire général de Paris. Avant de devenir archevêque de voilà, Monaco. Exact. Et qui était en fait notre premier aumônier. Alors, le comte de Malessy-Melun, voilà, s'est exprimé de la manière suivante. La mission de Jeanne d'Arc ne s'est pas achevée au bûcher de Rouen. Jeanne est avant tout, de par son martyre, une grande force spirituelle qui peut, aujourd'hui comme au XVe siècle, sauver non seulement la France, mais le monde. Petite parenthèse, les fêtes pour célébrer la fin de la guerre de 100 ans ont été célébrées à Notre-Dame de Paris. Et c'est peut-être là que Notre-Dame de Paris a acquis ce symbole d'unité nationale. Non, probablement, oui, parce que, bon, déjà, enfin, Jeanne d'Arc n'est jamais allée à Notre-Dame, mais par contre, Isabelle Romée, sa mère, est allée à Notre-Dame pour demander la réhabilitation. Hein, et c'est à la suite de ça que le procès de réhabilitation a eu lieu, tout à fait. Donc, bah oui, Notre-Dame avec Jeanne d'Arc est symbolique tout autant. De l'unité nationale. Absolument, absolument. Symbolisant, d'ailleurs, oui, vous me suivez tout à fait, symbolisant le patriotisme le plus pur, celui qui ne vise à aucune conquête, qui tente au contraire à rassembler non seulement tous les fils d'une même nation, mais encore à intégrer, selon les vœux et l'appel de sa sainteté Pie XII, tous les peuples dans le vaste cadre de la chrétienté. Oui. D'ailleurs, Jeanne d'Arc disait « J'aime les Anglais, mais chez eux ». Chez eux, voilà, absolument. Jeanne, la libératrice, est essentiellement la sainte du temporel. Seule entre les élus innombrables qui intercèdent pour nous obtenir la paix en ce monde, elle a proclamé et proclame toujours que c'est notre Seigneur, fils de Sainte Marie, qui doit effectivement régner sur la société humaine. Que les chefs d'État, quelle que soit leur appellation, ne doivent être que les lieutenants de Dieu. Et c'était la double donation. À la triple même donation. triple. On pourra en reparler. Hein. C'est vraiment le pivot, la base de la mission de Jeanne d'Arc. Hein. Et ça a été fait par acte notarié. Absolument, absolument. Alors, telle fut et telle sera éternellement la devise de... Alors oui, de par le roi du ciel. Jeanne disait toujours, elle commençait, avant de dire quoi que ce soit, elle disait toujours de par le roi du ciel. Donc elle annonçait, si j'ose dire, la couleur. Hein. Telle fut et telle sera éternellement la devise de celle qui est vraiment l'apôtre de la chrétienté nouvelle et qu'un grand artiste a pu appeler l'ange de la paix. Hein. Il s'agit de... ça ne me revient pas. Excusez-moi, ça va me revenir. Dans l'angoisse présente, alors que nous sommes en 53 ici, mais ça n'a rien à changer. Hein. Tout ce qui a été dit en 53 est encore valable maintenant. Malheureusement, on n'a pas vraiment avancé. Dans l'angoisse présente, alors que tous cherchent le signe suprême du salut, c'est le nom de Jeanne d'Arc, symbole d'espoir et de ralliement, qu'il faut invoquer avec ferveur. Les Français se devaient à eux-mêmes de fonder, avec le concours des élites spirituelles du monde entier et de tous ceux qui ont le respect du droit naturel, l'association universelle des amis de Jeanne d'Arc. Bon, alors voici l'exposé au sens strict du comte de Malessy-Melun, donc président fondateur de... Enfin, président, je
je vais vous dire après qui a été vraiment à l'origine de l'idée de créer cette association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Mais dites. Alors, cette association, en fait, l'idée est venue de deux jeunes femmes qui, avant la dernière guerre mondiale, ont suivi tout l'itinéraire de Jeanne d'Arc, toute l'épopée de Jeanne d'Arc. Toutes les routes joanniques. Toutes les routes joanniques. Et c'est à cette occasion-là qu'ils ont eu l'idée de créer, de vouloir constituer une association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Alors certainement le terrain était préparé d'une part par les magnifiques poèmes de Péguy. Par exemple, oui. Bien Ensuite, le rôle de Jeanne d'Arc par un dominicain, le père de Clérissac, qui est un livre magnifique, et peut-être aussi celui de Doncoeur. Oui, tout à fait. Mais le père de Clérissac est beaucoup plus profond. Oui. D'ailleurs, il avait marqué à la bonne époque Marita, entre autres. Oui, tout à fait. Alors, l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc ne saurait en effet accéder à cette action sans votre aide et sans votre sollicitude. Il me paraît nécessaire en conséquence que je vous dise en quelques mots quelle en fut l'origine, le but poursuivi par ceux qui eurent l'inspiration d'en établir les premières fondations, enfin les principaux objectifs sur lesquels elle compte s'orienter. Les cérémonies consacrées au 5e centenaire à l'époque de la Pucelle avaient mis le sceau à la renaissance de son culte. Ça avait quand même ranimé un petit peu son souvenir. Renaissance qu'avait sanctionné avec éclat 10 ans plus tôt la canonisation de Jeanne d'Arc par l'Église et le vote au Parlement de la fête nationale de Jeanne d'Arc. Alors là, ce qui était très amusant, c'est une sorte de, je dirais pas de marchand de tapis, de marché de tapis entre l'Église et l'État. Oui, c'était un petit peu... Jeanne d'Arc était à la mode en quelque sorte, et c'était à celui qui la vénérait le mieux, soit civilement, soit religieusement. D'ailleurs, un jour, on refera peut-être une émission consacrée uniquement à l'histoire de la geste joannique, et aussi comment l'image de Jeanne a été vue à travers les siècles. Oui, tout à fait. Que ce soit Voltaire, Michelet... Oui, on a tout vu. Oui, non mais c'est très important de voir comment elle peut être récupérée. Aujourd'hui, pourquoi Jeanne d'Arc ne serait pas l'épigone de l'Europe sans frontières. Voilà. Absolument. De cette source d'eau vive pour la France et la chrétienté que constituait cette épopée unique dans l'histoire, n'allait-elle demeurer que le souvenir fugitif d'une commémoration destinée à rejoindre tant d'autres les cendres du passé? Cette éventualité parut intolérable à deux Françaises, Marie-Françoise Richaud et Paulin Brech, qui, dans un élan de foi patriotique et religieuse, résolurent d'en perpétuer le souvenir et d'en révéler les enseignements. Elles s'en ouvrirent à quelques personnes qu'elles estimèrent susceptibles de les soutenir dans ce dessein. Et c'est ainsi qu'est née l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Elles ont relevé que Jeanne d'Arc avait parcouru 5000 km à cheval dans tous ses déplacements. Ceci en à peine 2 ans. Encouragée par la découverte d'une association locale des Amis de Jeanne d'Arc dans la petite chapelle de Notre-Dame de Bermond, cette petite chapelle, c'était là où Jeanne d'Arc venait prier le samedi avec quelques amis, cet ermitage a été repris par l'association Sainte-Jeanne d'Arc Notre-Dame de Bermond, qui a rénové complètement cet ermitage, les bâtiments, la chapelle, et on a trouvé à cette occasion une fresque de Jeanne d'Arc qui a été authentifiée du XVe siècle. Donc c'est un lieu de pèlerinage où des manifestations se déroulent. En particulier chaque année, nous retrouvons là-bas, donc à côté de Don Rémy, à Notre-Dame de Bermond, pour des journées joanniques, où là, différents thèmes de conférences sont traités. Et chaque année, il y a des thèmes nouveaux. Alors cette année, justement, et ces journées joanniques ont lieu fin septembre, toujours le dernier week-end de septembre. Et cette année, ça va être en sorte une répétition, une préparation du colloque qu'on va faire, on espère, au Sénat, c'est en pourparlers, pour le centenaire de la canonisation. Donc là, cette année 99, ça sera un peu les prémices de ce colloque, et ce grand colloque aura lieu
donc en 2020 pour le centenaire de la canonisation. Donc l'idée faisait son chemin. Un nouveau comité se fonda en 1950 parce que malheureusement la Seconde Guerre mondiale a empêché leur projet de se réaliser. Mais ça a été repris avec l'appui de Monseigneur Rupp, qui avait accepté de devenir donc l'aumônier général, et les buts primitifs se précisèrent. De ces buts, à l'origine, le premier dont je veux parler parut primordial et surtout urgent, la réalisation du vœu du 13 septembre 1914. En ce jour où s'achevait la bataille de la Marne, le cardinal Hammet, du haut de la chaire de Notre-Dame, donc vous voyez, on vient de fêter l'anniversaire de la guerre 14-18, on est encore un petit peu dedans avec Jeanne d'Arc aussi. Donc, du haut de la chaire de Notre-Dame, le cardinal Hammet, suivant ses paroles mêmes, le vœu de poursuivre au plus tôt la construction d'une basilique dédiée à la bienheureuse Jeanne d'Arc en ex-voto commémoratif pour le salut et le triomphe de la France. Donc, et le cardinal Hammet avait fait un vœu national. D'ailleurs, il y a une plaque au Sacré-Cœur sur ce vœu, en disant que si la France était sauvée après cette guerre, on bâtirait une basilique à Jeanne d'Arc à Paris. Et ça a été la basilique Jeanne d'Arc qui se trouve à côté de l'église Saint-Denis de la Chapelle, qui est un lieu hautement joannique aussi, puisque Jeanne est venue prier la veille du siège de Paris. Alors comment expliquez-vous que Jeanne d'Arc était à la fois une fête religieuse et une fête laïque, et qu'au cours des dernières décennies, elle était quasiment oubliée? Elle a été oubliée parce que, disons qu'elle a été retirée du calendrier liturgique, enfin retirée. On fêtait toujours, pas partout, disons, mais on fêtait quand même le 30 mai l'anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc. Mais normalement, Benoît XV avait rédigé un indulte au moment de la canonisation de Jeanne d'Arc, autorisant les paroisses de célébrer Sainte Jeanne d'Arc, donc la fête religieuse de Jeanne d'Arc, de la célébrer en même temps que la fête nationale, que la fête républicaine. Alors, cette célébration se continue dans les églises ou les paroisses où on a maintenant le rite extraordinaire, comme on dit, où la messe de toujours a été maintenue. Mais malheureusement, ça a été retiré du calendrier liturgique, et c'est comme ça que religieusement, Jeanne d'Arc n'a plus quasiment été fêtée. Alors, il y avait encore quelques messes célébrées le 30 mai, mais ça ne tombait pas toujours un dimanche, c'était en semaine. Mais la raison, c'est celle-là principalement. Parce que le message de Jeanne, peut-être, est moins compris aujourd'hui. Et pourtant, il y a tout, pour toutes les époques, je dirais. Avec Jeanne d'Arc, si on suit son exemple, c'est l'exemple type de la sainte qui apporte tout ce qu'il faut, en particulier pour la jeunesse, évidemment, tout ce qu'il faut pour mener une vie correcte, réussie à tout point de vue. Alors, rappelons-nous la situation militaire à cette date. L'ennemi à 15 lieues de Paris, une bataille victorieuse, il est vrai, mais peut-être sans lendemain. La menace toujours suspendue d'un anéantissement définitif. Hélas, la promesse qui avait été faite ainsi allait se heurter à tant d'obstacles que près de 40 ans plus tard, elle restait à en achever la réalisation. Avec cet objectif, que j'intitulerai, c'est toujours notre président fondateur qui parle, de première urgence, l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc est encore loin d'avoir exposé tous ses buts. Et s'en est assigné un autre plus vaste. Donc, premier but de notre association, en 1953, c'était de mener à bon terme le vœu du cardinal Hammet de 1914, qui, X raisons, n'avait pas été suivi. Et venons un peu à la mission de Jeanne. Elle est à la fois temporelle et spirituelle. Absolument. C'est à la fois un christianisme incarné, donc le respect au fond des patries charnelles, et en même temps le souci d'une autorité temporelle juste. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez évoquer très rapidement la triple donation? Alors la triple donation,
Alors, on la situe, d'ailleurs, on va faire une table ronde à l'occasion du centenaire de la canalisation, parce que, bon, beaucoup la situent le 21 juin 1429, mais certains relatent une triple donation qui a été faite quand Jeanne d'Arc est arrivée à Chinon et qu'il aurait refusé. Et il y a même une triple donation qui aurait été faite à l'abbaye de Saint-Denis après le siège de Paris, où le roi aurait été consacré officiellement, au-delà du sacre, intronisé. Et à l'occasion de cette intronisation, il y aura eu une triple donation. Alors, il y en a peut-être eu plusieurs, d'ailleurs. Mais enfin, la base, peu importe, je dirais, la date et le lieu de cette triple donation, mais Jeanne, c'était sa mission, donc elle ne pouvait pas s'empêcher de l'évoquer et de proposer ça à Charles VII. Alors un jour, elle dit à Charles VII, est-ce que vous êtes prêt à répondre favorablement à ma demande? Alors Charles VII lui a dit, ben oui. Alors elle dit, eh ben, de part du roi du ciel, je vous demande de me donner le royaume de France. Extraordinaire. Alors, donc, c'était pas rien. Alors, il a été un peu hésitant, surpris, et puis il a accepté, parce que, bon, il ne pouvait plus rien refuser à Jeanne. Enfin, alors qu'il l'ait refusé à Chinon, quand Jeanne n'avait pas encore réalisé toute son épopée, ça pourrait se comprendre, à la limite. Bon. Et donc, Jeanne inscrivait les notaires, les greffiers, les secrétaires, on les appelait notaires, inscrivait Charles VII donne à Jeanne le royaume de France. Et un peu moqueuse, Jeanne fait remarquer à tout le monde, ben, je vous présente le plus pauvre roi qu'ait connu la France. Sous-entendu, il n'est plus détenteur de son royaume. Et puis ensuite, Jeanne, en se recueillant, donne, alors elle prononce, elle dit, Jeanne donne à Jésus-Christ le royaume de France. Inscrivez greffier, ça a été également enregistré en bonne et due forme. Donc, Jeanne s'est trouvée reine de France en quelque sorte pendant quelques instants. Elle a ensuite fait don du royaume de France à Jésus-Christ et tout ça a été noté. Et enfin, de la part de Jésus-Christ, je redonne le royaume de France à Charles VII qui le reçoit en commande, c'est-à-dire comme un lieutenant sous la dépendance de Jésus-Christ. Hein. Alors, donc, et c'est ce qui a été dit d'ailleurs dans les propos du comte de Mallet-Simelin, tous les pouvoirs, hein, c'est l'évangile. Marqué, c'est conforme à l'évangile. Tout le pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Lors de la Passion, voilà. Il dit à Pilate, mais tu n'auras qu'un pouvoir sur moi. Exactement. Et Pilate, qui est un païen, un bon païen, un peu sceptique, ben, il n'est pas choqué. Non, bien sûr. Il admet que le pouvoir, bon, peut-être il passe par le peuple, certainement, mais que l'origine est au-delà. Et en fait, alors je dirais c'est plus fort pour la France, parce que d'abord, c'est une situation unique, on a vu ça nulle part. Et disons que par rapport au rôle assigné à la France en tant que fille aînée de l'Église, hein, et disons détenteur de la deuxième alliance, les Juifs détenaient la première alliance, la France détient la seconde alliance. Et en fait, Jeanne d'Arc est venue rappeler ça à la France. Et c'est pour ça que sa mission, bon, alors il y a l'aspect politique, il y a l'aspect social, mais l'aspect religieux est vraiment d'une importance extrême. Parce que c'est l'intervention de Dieu sur la terre par rapport aux hommes, quelque part, hein, au travers de la France. Alors, mission pour la France, après, de rapporter ça à toutes les nations. Quelque temps après son martyre, procès de réhabilitation. Et est-ce que vous pouvez évoquer le culte de Jeanne d'Arc à travers les siècles, très rapidement? Alors, le culte de Jeanne d'Arc. Alors, le culte de Jeanne d'Arc, bon, alors, à son époque, bon, une fois après le bûcher, alors évidemment, les gens pieux avaient compris qu'elle avait été trahie et qu'on avait brûlé une sainte. Hein. Les gens disaient, même le bourreau qui a mis le feu disait, nous avons brûlé une sainte. Hein. Tout le monde,
la manière dont elle s'est conduite au bûcher, et les gens ont été convaincus. Donc il y a eu une dévotion à Jeanne d'Arc qui s'est maintenue tout de suite après, et on pourrait dire jusqu'au procès de réhabilitation. Où là, c'est venu confirmer que Jeanne d'Arc n'était pas une sorcière, relapse, etc., mais que c'était vraiment une sainte. Enfin, que, tout au moins, elle avait agi saintement, et que le procès qui lui avait été fait était nul et non avenu. En plus, par des gens, d'abord, sous la pression de l'étranger, d'une part, et par les autorités ecclésiastiques, qui étaient plus ou moins en rupture de banc. Du moins, c'est une période de confusion. Cochon est plus ou moins, aux yeux de l'Église de Rome, un schismatique. Oui, avec les conciles, il y avait 2 papes du temps de Jeanne d'Arc. Hein. D'ailleurs, on a essayé de piéger Jeanne d'Arc pour savoir quel est le bon pape. Elle précisait le pape de Rome. Donc son culte s'est surtout répandu au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y a eu un grand silence, on peut dire, à quelques exceptions près. Et c'est quand on en a reparlé, qu'on a pensé à vouloir la canoniser, hein, et c'est là que la dévotion à Jeanne d'Arc est revenue. Et quel est son rayonnement à l'étranger? On pourrait dire, bon, c'est une sainte française. Alors maintenant, tout le monde la revendique à l'étranger, parce que c'est sa personnalité tellement forte. Et donc elle a été connue, mais elle est enseignée d'ailleurs dans beaucoup de pays. Par exemple au Japon, c'est au programme de l'école primaire, Jeanne d'Arc. Oui, absolument. On a un moine bouddhiste qui a écrit 3 livres sur Jeanne d'Arc. Il avait fait ses études en France, dont un a été traduit. Et d'ailleurs, ça s'appelle le bonze et Jeanne d'Arc, ou quelque chose comme ça. Et c'est lui qui nous a expliqué ça, et Jeanne d'Arc est très connue. Pour en arriver à la Russie, alors, pas tout de suite. après. Après. Au Canada. Déjà partout, les missionnaires sont allés, ils parlaient de Jeanne d'Arc. Hein, parce que depuis sa canonisation, Jeanne d'Arc était une sainte priée. Un exemple concret, moi je suis en liaison régulière avec un groupe de prière du Congo-Brazzaville. Oui, ce que je vais dire, évoquer l'Afrique. Voilà, et ils sont, je sais pas, de 200 dans leur groupe de prière, 250, ils m'ont demandé des médailles. Je leur ai envoyé 250 médailles de Jeanne d'Arc. Ça fait déjà plusieurs années que ce groupe existe, et sous l'égide de Jeanne d'Arc. Et je suis trouvé en liaison avec eux, mais il y en a d'autres sûrement en Afrique. Et ça, Jeanne d'Arc a été répandue par les missionnaires, hein, puisque c'est une sainte que, en France, tout le XXe siècle, Jeanne d'Arc a été quand même... alors on l'a oublié fin du XXe siècle, mais enfin tout le XXe siècle, disons avant le Concile, enfin je suis en vouloir polémiquer, Jeanne d'Arc était enseignée et servait d'exemple. Hein. Donc, et alors on peut dire qu'elle est connue à peu près dans le monde entier. D'où c'est pour ça que les fondateurs ont tenu à ce qualificatif d'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, parce qu'elle est réellement universelle. Même en Angleterre, elle est très vénérée. Aux États-Unis, d'ailleurs, on recense dans nos parutions, on recense toutes les églises de Jeanne d'Arc, sans parler des statues. Il y a des églises de Jeanne d'Arc un peu partout dans le monde. Il me semble que le sculpteur Charlier a fait une... Oui, tout à fait. Il en a fait plusieurs. Une qui doit être au Canada. Oui, c'est possible, Oui. Et chez les, disons, question piège, chez les anglicans d'aujourd'hui. Eh bien, il y en a eu à Winchester, une statue de Jeanne d'Arc. Et les Anglais ont offert la copie de ces statues, qui maintenant est dans la petite église de Domrémy. Et c'est un militaire anglais, en reconnaissance d'avoir été sauvé pendant la guerre, qui a offert cette statue de Jeanne d'Arc, copie de la statue de Jeanne d'Arc à Winchester, qui a été installée à Domrémy. Donc le rayonnement de Jeanne déborde largement les frontières. Ah, oui,
Et même les frontières de l'Église, ou les limites visibles Bien sûr, de l'Église. parce que c'est un symbole, c'est la libératrice. Même du temps du communisme, Jeanne d'Arc était vénérée pour la Russie. Oui, avec des... Avec disons, des un clés, arrière-fond. des bémols à la clé. Oui, pour tromper, disons, l'oppresseur. Bien sûr, mais enfin, bon. Alors, venons, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais vous reviendrez. Ça passe très vite. De nombreuses statues sont connues en France de Jeanne. On peut penser à un sculpteur célèbre. Réal Delsarte. Voilà. J'en avais une copie autrefois. Réal Delsarte. Ah ben, il y en a. Alors, je crois que c'est le sculpteur qui a fait le plus de statues de Jeanne d'Arc. Parce qu'il a fait le vœu. Alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais il a fait le vœu, après la grâce qu'il a obtenue, dont je ne me souviens pas, de réaliser une statue de Jeanne d'Arc chaque année. Il a tenu sa promesse. Et des statues de Réal Delsarte, il y en a. J'en avais une en terre cuite. Oui. Alors, il est question, à Rouen, et on va conclure l'émission là-dessus, il nous reste quelques instants quand même, d'ériger une statue de Jeanne à Saint-Pétersbourg. Alors, Saint-Pétersbourg est une ville, par bien des aspects, une ville française. Oui. La plupart des monuments ont été érigés grâce au génie d'architectes français. Et la statue va être placée dans un quartier magnifique. Alors, évoquez un petit peu l'endroit où elle va être placée. Alors, l'emplacement, c'est des termes russes. Alors, attendez. Là, je me coller une colle parce que les noms russes, je ne les ai pas mémorisés. En tout cas, elle est située en face du palais impérial de la garde impériale, à côté. Et de l'autre côté, c'est un palais d'une grande famille de la haute noblesse russe, qui d'ailleurs est un donateur pour cette statue. Et c'est pas très loin de la Neva. D'un côté, il y a une cathédrale, et de l'autre côté, il y a un lycée où enseignait le français en particulier, et qui est en liaison avec un lycée à Rouen. Alors bien sûr, Jeanne d'Arc n'est pas ignorée en Russie. Il y a même une princesse qui lui a consacré un livre il y a, je crois, plus de 60 ans. Mais il y a plusieurs auteurs russes d'ailleurs qui ont écrit sur Jeanne d'Arc. Mais une princesse assez connue, Obolensky, qui a écrit une vie de Jeanne d'Arc. Jeanne est une Française, une catholique. Est-ce que ça n'a pas posé des problèmes d'ordre diplomatique ou d'ordre même la frilosité de l'Église russe? Est-ce qu'on ne va pas faire une sorte de rapine spirituelle? C'est tout le contraire. Mais c'est surprenant. Oui, parce que vu de France, on pourrait se dire... On pouvait craindre. Et finalement, pour vous dire la situation actuelle, l'évêque Monseigneur de Chersonèse, a accepté tout de suite de parrainer notre projet, alors que seulement depuis 15 jours, on vient d'obtenir un parrainage des évêques français en la personne de Monseigneur Ray. Oui, mais enfin... autant les évêques français étaient frileux que les Russes. On pourrait presque dire que c'est un miracle par certains côtés. Absolument. Parce que, pour différentes raisons historiques, l'Église russe officielle se méfie. Oui, ils sont très... Puis alors, disons que nous, on s'est un petit peu écarté de la ligne, si on peut dire, de la tradition, et eux, ils n'apprécient pas du tout ça, encore moins. C'était déjà difficile quand... pas disons les mots, avant le concile, mais c'est devenu encore plus difficile depuis. Non, mais ça, je connais très bien la situation. On aurait pu imaginer que les autorités municipales et de l'État accordent qu'on place la statue de Jeanne près d'une église catholique ou dans son enclos. Là, elle est mise en public. En public. Alors c'est justement le prince Six, c'est le prince Six qui est à l'origine de cette demande. Le prince Six de Bonbon-Parme. Voilà, parce que vous connaissez l'histoire. Mais j'étais imbriqué dans ces négociations. Voilà, donc c'est lui qui a demandé, il faut une Jeanne d'Arc en place publique.
Donc, certainement, elle continuera sa mission. Ah ben complètement, bien sûr. Alors, qu'est-ce que retiennent les Russes de Jeanne d'Arc? Bien, quand on est allé voir son Excellence Orloff, l'ambassadeur précédent, il nous a dit que ses enfants connaissaient Jeanne d'Arc. Donc elle est enseignée quelque part en Russie aussi. Et il dit on va faire un pèlerinage à Domremy. C'est une des premières choses qu'il nous a dites. Hein. Et pour eux, c'est le symbole. C'est le symbole de Jeanne d'Arc, de la libératrice, mais en même temps de la libératrice branchée avec le ciel. Donc à la fois identité nationale et identité chrétienne. Voilà, tout à fait. Donc ça correspond tout à fait, me semble-t-il, à la ligne du département des relations extérieures de l'Église russe. Complètement. Hein, de Monsieur Henri Larion, quand on regarde ses publications. Tout à fait. Et quelles ont été l'attitude des catholiques en Russie, qui ne sont pas très nombreux d'ailleurs? Alors là, disons, ils sont restés un petit peu en dehors. Par frilosité? Oui, je pense, comme les évêques français. Ayant peur de se faire mal voir des autorités russes? Peut-être, c'est pas sûr. Peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, cette statue qui représente une Jeanne debout, les mains levées vers le ciel comme une orante, une priante. Boris le Jeune dit qu'il a pensé à Marie-Madeleine en réalisant ces statues qui invoquent Jésus en quelque sorte. Hein. Et c'est justement ce qui fait son originalité, c'est que c'est pas la Jeanne d'Arc en armure avec son épée, etc. C'est une Jeanne d'Arc très féminine et spirituelle. Hein. Et ce qui montre bien que ce qu'elle veut signifier, c'est que c'est toujours sa mission qui vient du ciel. Elle est venue là, on lui a demandé de combattre, enfin, elle a rempli sa mission à tous les niveaux, mais de par Dieu, c'est vraiment la Jeanne de par Dieu, ça, complètement. Alors, ce que je voulais souligner aussi, que le sculpteur, qui est un artiste de renom, est d'origine russe. D'origine russe, oui. Ses ancêtres ont fait souche au moment de la campagne de Napoléon, la campagne de Russie. Personne n'est parfait. Hein. Et il est venu au moment du communisme, il est venu en France, et c'est pour ça qu'il a un nom parfaitement français. Et c'est en même temps aussi un penseur. Tout à fait. Un philosophe. Il a écrit un livre remarquable sur la beauté, à partir d'un écrit de Jean Brun, qui était professeur à Dijon. Il avait fait une conférence chez vous. Oui. Mais écoutez, on va conclure, mais ce n'est pas un adieu. Je pense que vous allez revenir. Oui. Je pense qu'il faudrait évoquer la geste de Jeanne d'Arc. Oui. Ces grandes étapes. Oui, là, c'est un sujet inépuisable. Oui, mais au moins, disons... L'essentiel. L'essentiel. Et son attitude à travers toute son épopée. Parce que une que je tiens à signaler au passage, c'est que partout où elle était, même quand elle était en guerre, entre guillemets, elle allait commencer par aller dans le site marial du secteur. Elle est toujours passée, d'ailleurs, Jésus-Marie, son étendard. Elle est toujours passée, elle a toujours été d'abord très pieuse, et elle a toujours tenu à rendre hommage à la Vierge, mais dans les sanctuaires mariaux où elle est passée. Oui, alors on évoquera ça une autre fois. Sa spiritualité, sans doute, a été marquée par l'école franciscaine. Absolument. Mais ce sera le sujet d'une autre émission. Mais on essaye de mettre... l'eau à la bouche de nos auditeurs. Alors, dernière chose, quelle a été l'attitude des autorités civiles? Parce que les relations entre la France et la Russie ne sont pas excellentes. Parmi les politiques, nous avons des sénateurs, oui, d'accord, mais quelle était l'attitude globale des autorités politiques russes à l'idée de mettre en place publique à Saint-Pétersbourg? Ça a été favorable. On a eu une belle lettre du président de la Douma, qui est d'ailleurs devenu ministre des Affaires étrangères,
Et lui nous a tout de suite donné son accord. Parce qu'au départ, les Russes hésitaient entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Bon, finalement, ils se sont mis d'accord entre eux pour Saint-Pétersbourg. Mais le président de la Douma a donné son accord et on a une belle lettre de sa part nous donnant son Alors approbation. qu'en France, si une municipalité, ça s'est passé en Bretagne, a voulu ériger une statue à la mémoire de Jean-Paul II, Ouais. tout de suite... Ça a été... Ah ben, ils n'ont pas la même notion de la laïcité que nous. Oui, d'ailleurs, ce qui est amusant, au Parti communiste, je ne sais pas si vous êtes été voir, à Moscou, au siège du parti, c'est en quelque sorte un musée de l'histoire russe. Ouais, c'est ça. Et c'est surprenant, on rentre, on pense voir la faucille de Marteau, le portrait de Marx, de Lénine, d'Engels et de tous les grands bonhommes qui ont pu faire l'histoire communiste. Non, on voit les icônes. Ouais. C'est surprenant. Oui, on dit que même Staline avait des icônes. Il paraît. Bon. Dit-on. Mais enfin bon, ça n'excuse Donc pas. je signale pour terminer cette émission que ceux qui s'intéressent à ce projet de Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg peuvent aller sur Internet, taper Association universelle des amis de Jeanne. Absolument. Jeanne d'Arc. Et vous pouvez éventuellement contribuer à un don Absolument. pour l'érection de cette statue, Voilà. qui marquera certainement, qui fera date dans les relations franco-russes, Sûrement. Bien sûr, je pense que oui. Alors je tiens à signaler une chose. en dehors de toute question, disons, politique. Voilà, Disons, mais je tiens à signaler, si vous voulez, on a les deux points que nous avons annoncés pour cette démarche. C'est d'abord en remerciement des Russes pour le sauvetage des chrétiens d'Orient, en quelque sorte. Il y a qu'eux qui sont intervenus. Oui, c'était autrefois le rôle de la France. Voilà. Et d'autre part, en écho aussi au message de Notre-Dame de Fatima, où la paix dans le monde était liée à la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Donc, si vous voulez, c'est les deux raisons principales de notre démarche. Et la Providence a voulu que, tout ce que nous avons dit... Mais écoutez, cher ami, je vous dis à très bientôt.